Coucou Lynn, alors je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Hey, allô, c'est un Et plaisir. Merci Audrey de me faire le privilège de pouvoir partager ce temps-là avec toi et avec toutes les personnes qui nous écouteront dans le futur suite à ce beau moment qu'on partage vraiment, oui, de tout cœur. oui, moi je suis trop contente, surtout qu'on va faire une interview croisée et que j'adore tout ce qui est original et que c'est parfait. Donc Ah, merveilleux. je vais commencer par te présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui habitent dans des grottes et qui ne savent pas encore qui t'es, alors que ça fait juste plus de 20 ans que tu es à la fois autrice, et conférencière, et formatrice, et coach, et je crois que je n'ai rien oublié. Non seulement c'est au Canada, mais en plus en Europe, à la fois dans les entreprises, mais aussi pour les particuliers, et tu t'attaches Oui, particulièrement à la santé globale et au bien-être. Et tu me disais l'autre jour exactement. que tu avais prévu de faire évoluer aussi ton champ d'intervention. Totalement. Quoi dire de plus? Vraiment, oui, c'est vraiment une passion pour moi. J'ai commencé en 1995 suite à un tournant personnel, hein. On dit souvent, on est tous un grand livre d'histoire. On passe des traversées, des fois, qui nous amènent dans certaines introspections qu'on aurait préféré éviter, mais c'est un petit peu tout ça, le chemin humain. Donc, de là est née ma carrière suite à des grandes introspections, des grands détours de vie. Et puis, c'est une passion depuis toutes ces années-là, effectivement, de partager dans les horizons que tu viens de décrire pour aider les gens à s'auto-responsabiliser par rapport à leur bonheur, mieux comprendre leurs croyances, mieux comprendre les programmations internes qui peuvent être là, mais ramener du pétillant, de la joie de vivre, notre côté unique, bref, qu'on a et que tu exprimes si bien en passant. Merci. Alors, moi, de l'autre côté de l'océan, je fais effectivement la même chose et j'ai eu le même parcours puisque, comme on en discutait l'autre fois, j'ai commencé dans le droit, j'ai fait 10 ans de droit, je mourais à petit feu dans le droit, mais bon, comme ça faisait quand même super bien sur le papier, je continuais à mourir pour faire plaisir à mon entourage qui trouvait ça vraiment super bien. Et puis comme toi, un jour, j'ai eu un tournant, moi ça a été burn-out énorme, et puis gros tournant. Et voilà, je me suis plongée dans le monde de mes propres croyances pour réussir à sortir de mon attentisme et de mon immobilisme et de toute l'impuissance qui m'habitait avec tout cette espèce de gros mal-être derrière que tu as sûrement connu quand tu as quitté la nutrition Exactement. pour t'intéresser aux croyances. Et moi, ce qui m'intéressait de te demander aujourd'hui comme première question, c'est comment tu as fait pour dealer avec tes croyances quand tu es passé de la nutrition à ce que tu fais maintenant? Parce que je suppose que quand tu changes de domaine, comme la plupart de nous, on est dans l'immobilisme, dans l'attentisme, on se dit oh, mais si c'est pire après, si je continue à mourir à petit feu au lieu d'aller mourir plus vite. Alors, toi, comment ça s'est passé pour toi? Exactement comme ça. J'avais cette part-là. Oui, j'ai travaillé 11 ans en nutrition, dans l'enseignement de la nutrition. Mon premier métier était en diététique et j'ai travaillé en petite enfance au niveau du végétarisme, tout l'aspect de gestion d'un service alimentaire pour un centre de la petite enfance pendant plusieurs années. Et puis, je sentais effectivement que ça avait été vraiment une passion. J'ai toujours aimé cette conscience-là de la santé. Mais dans mon épanouissement de femme, je venais d'avoir mes 2 enfants, bon, qui étaient rendus à 4-5 ans quand ce tournant-là s'est fait. Je sentais que je n'avançais plus et c'était une accumulation en dedans aussi des intimidations que j'avais vécues à l'école. Bref, il y avait 15 ans de ma vie qui était une parenthèse où est-ce que j'avais gardé en dedans beaucoup d'inconfort physique, émotionnel, des crises d'angoisse, des choses comme ça. Et je n'avais parlé vraiment à personne, même pas mes parents. Je vivais beaucoup en dedans. Et quand j'allais chez le médecin, ben, je disais pas, je ne savais même pas que dans le fond, j'étais en dépression ou que je vivais quelque chose de psychosomatique. Je gardais tout en dedans. Donc, de là, pour réaliser par moi-même, à 30 ans, que j'avais fait 2 dépressions non diagnostiquées, burn-out, dont une à 16 ans environ et l'autre à 30 ans. Et là, c'est là que ce tournant-là s'est fait au niveau de mon métier en diététique, où est-ce que je sentais ce mal-être-là qui devenait tellement omniprésent. C'est comme un cri du cœur qui dit, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu ne C'est peux plus ça. croire que tu es moins que rien et donner une façade aux gens que tout va bien, mais que ce n'est pas la réalité. Et la statue de cristal, comme on pourrait dire, c'était complètement fracassé en dedans de moi. Je suis devenue 4 mois en arrêt de travail complet. Mais de là, c'était, si je continue d'être là, à sentir que je n'ai plus d'avancement, je vais continuer de mourir à petit feu intérieurement moi aussi. J'avais une équipe extraordinaire avec qui je travaillais, je les aimais infiniment, mais moi, je ne m'épanouissais plus.
Et de là, bien oui, j'ai osé faire le saut, mais je les avais, ces peurs-là. J'ai commencé dans le domaine en 1995. Je faisais encore un peu de crise d'anxiété. J'avais gardé mon travail à temps partiel, quelques heures par semaine pour faire la transition et tout ça. Mais j'avais encore ces peurs-là. Est-ce que ça va fonctionner? Et les premières années, ce n'était pas évident. Il fallait que je fasse beaucoup plus attention financièrement aussi et tout ça. Et de là, bien, ces croyances-là, que c'était pas possible de se réaliser, bien, je les ai confrontées vraiment en me disant, regarde, ce que j'ai à dire est significatif. J'ai quelque chose que j'ai réussi à transformer. J'ai cette pulsion-là, vas-y avec ton cœur. Je venais de faire mes formations en PNL, en hypnose, en métaphysique, bref, tout ce qui touche l'intelligence émotionnelle, l'aspect énergétique. J'avais cherché, exploré pour me trouver moi. Et c'est là que c'est devenu à mon propre jeu, mon métier, parce que ces bases-là m'ont amené vers ça. Donc, les croyances de peur que j'avais, de doute, j'ai eu à transformer ça vraiment beaucoup à ce niveau-là. Je n'ai pas la prétention qu'on passe une vie en ayant tout nettoyé ça, mais dans cette transition-là, ça a été vraiment une renaissance et j'ai le goût de te relancer la question. Quand toi aussi, tu as fait la transition du droit à la PNL, par exemple, comment tu l'as vécu? Ça a été pour moi très dur. J'ai fait 2 burn-out. C'est au deuxième où vraiment, je me suis retrouvée un matin, le 12 février 2018, je ne l'oublierai jamais. Je n'ai pas pu me lever. Mais quand je dis pas pu me lever, je suis restée paralysée pendant 3 jours. C'est ma sœur qui est venue s'occuper de moi comme une grabataire, en fait. Et là, je me suis dit, OK, la première lettre commandée, je ne l'avais pas écoutée. Pourtant, j'avais déjà eu gastrite, etc. Enfin, c'était pas chouette. Mais moi, je suis comme une horde de sangliers. Quand je suis déterminée, je ne m'arrête pas. Et donc, là, mon corps, il m'a dit, OK, cocotte, tu veux pas t'arrêter? Il n'y a pas de problème. Je vais te coller un truc tellement grave que tu vas aller à l'hôpital pendant 2 mois et que je te garantis que tu vas être arrêté. Donc, ce qui fait que j'ai pas eu le choix. J'ai été hospitalisée. Et là, en fait, j'ai compris. Parce que moi, ce qui me tenait, mes croyances, c'était j'avais peur de finir à la rue. Ce qui est complètement con quand on y pense comme ça. Sauf que c'est en fait une des croyances principales de la majorité des gens. J'avais lu ça dans je ne sais plus quelle étude. Et en fait, c'est complètement normal puisque on est finalement la sélection génétique d'une tonne de mecs d'il y a 2000 à 10 000 ans là, qui sont retrouvés avec des tigres aux dents de sabre, qui devaient fuir. Pour eux, le seul truc, c'était leur survie. Ce qui fait qu'à un moment, quand on est dans une situation qui est horrible pour nous, mais qui assure de notre sécurité, le corps, le cerveau d'ailleurs, pas le corps, le cerveau reptilien, il se dit « Hé cocotte, tu vas pas commencer à me la faire à l'envers, on a un toit, on a à bouffer, on a une bagnole et on a un taf. Donc à un moment, si ça te convient pas, tu te tais, tu continues. » Et en fait, le cerveau reptilien est super fort pour nous faire survivre, sauf que c'est vraiment le bas de la pyramide de Maslow, quoi, les besoins de sécurité primaires. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le se réaliser, dans avoir une existence palpitante. C'est même pas une existence palpitante, c'est qu'on est au point où moi, je savais même pas ce que je voulais. Je savais ce que je voulais pas, sauf que j'avais pas encore branché le GPS, ce que je veux. Je savais que j'avais une passion depuis toujours qui était d'aller fouiller dans les esprits parce que moi, mon truc, c'est comprendre l'univers. Donc, je vais comprendre toute la psyché parce que comprendre l'univers commence par comprendre ceux qui peuplent l'univers. Mais je dois dire que c'est magnifique parce que tu as une façon de traduire les propos de l'inconscient, de la vie que j'ai rarement vue. Tu es brillante, comme on dit au Québec, vraiment, vraiment. Tu nous abordes ça d'une façon vulgarisée et c'est peut-être ta nature principale aussi qui est comme ça. Tu as un côté rationnel au niveau du droit qui a appris à structurer les choses. Mais tu nous amènes ça avec le cœur, avec la logique, avec le gros bon sens d'une façon qui me touche vraiment profondément. Tu as une façon de vulgariser qui est hors du commun et c'est vraiment une belle force chez toi que tu as mis en place vraiment de la laisser aller au grand jour pour le plus grand bien de tous. Bravo! Oh, je te remercie parce que tu es touchée. Moi, ça va me faire pleurer parce que je suis trop contente. Vraiment, vraiment. J'ai regardé qu'est-ce que tu fais. C'est une belle découverte. Et j'aime ça tes propos très authentiques en ce sens, Audrey, parce que je parlais hier soir, j'étais justement dans une rencontre avec des femmes d'affaires. Et puis, il y en a une qui était directrice de compte pour une banque.
Et elle disait, si tu savais le nombre d'entrepreneurs que je vois qui m'arrivent en espèce d'état de crise à l'intérieur, des fois, de peine, de tristesse, de honte et d'humiliation, parce qu'ils viennent de prendre, ça c'est très québécois ce que je viens de dire, poigner, ça veut dire prendre un creux de vague, d'avoir soit une faillite ou quoi que ce soit. Et là, leur identité vient d'être toute chamboulée. Nous ne sommes pas nos finances, nous ne sommes pas notre histoire, même si nous a impactés. Nous sommes un être à part entière ici et maintenant. Donc, c'est comme elle me disait, ces entrepreneurs-là, des fois, sans avoir fait de faillite, ils vont avoir des fournisseurs qui doivent faire attendre parce qu'il y a un tournant qui est là. Un fournisseur n'a pas rendu les services, ça leur a créé du recul financier. Mais il y a une raison. Elle me disait, ils ne sont pas dans la victimisation, ils sont dans leur cœur de vouloir faire face à leurs obligations. Mais humainement parlant, des fois, on doit prendre un certain recul et dire, regarde, mon identité n'est pas mon argent, mon identité n'est pas les valeurs de mes parents ou leurs croyances, qui je suis. Et ces événements-là, où est-ce que la vie nous dit stop, moi je l'ai vécu aussi une couple de fois, bien c'est un retour d'amour, de bienveillance envers soi. C'est Plus que ça. jamais. C'est vraiment ça, s'accueillir là-dedans. On n'est pas là à dire, quand on passe, je l'ai déjà passé moi aussi une crise comme ça. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas faire face à de telle obligation ou quoi que ce soit. On a une espèce de pulsion d'âme. Dans certains milieux, c'était, par exemple, c'était mal vu d'avoir des dettes, c'était mal vu de ne pas toujours avoir la bonne fille ou le bon garçon. Et là, on porte ça, et on dirait souvent que la vie nous amène à confronter ces limitations intérieures-là dans nos programmations et nous le faire vivre carrément. Et de là, tout s'effondre intérieurement quand l'identité, elle est devenue notre image sociale. C'est ça que je trouve beau avec toi parce que tu rentres comme un rayon laser dans ces structures-là d'accueil, de bienveillance de soi. Puis on se fait beaucoup écho là-dedans, je trouve également. J'espère vraiment que ces propos-là vont aider les gens aujourd'hui à être dans l'accueil d'eux-mêmes. On n'est pas nonchalant parce qu'on passe des grands défis de vie. Au contraire, c'est une pulsion d'âme qui est là pour se choisir et s'aimer plus que jamais. Ben, moi, ce que j'aimerais, si quelqu'un pouvait, juste une personne, retirer de ce qu'on parle, le fait que ce qu'il est, son identité, n'est pas ce qu'il fait, et que l'ego a besoin souvent d'allier identité et comportement. Mais le problème, c'est que ce serait tellement bien si l'ego des personnes qui nous écoutent pouvait juste aller coucouche panier 2 minutes pour que juste ils puissent entendre. Nous, on est déjà 2 à être quasiment tombés au front, quoi. Toi, double dépression, moi, double burn-out, pour que j'arrive à comprendre que toute la construction d'identité, tout le scénario de vie que j'avais construit de ma gestation à mes 7 ans, si je choisissais de continuer à le vivre maintenant, on allait m'acheter 4 petites planches. Oui. Et qu'est-ce qui est sournois, des fois, c'est ces programmes-là qu'on les répète. On prend l'exemple, des fois, d'une programmation qu'on peut avoir vécue, de se laisser intimider d'une telle façon quand on était petit, parce qu'on n'avait pas les moyens, les ressources pour faire face à tout ça. Et là, la personne, l'entrepreneur, moi, je le vois dans les formations d'entreprise que je fais, des gestionnaires, des gens de très haut niveau, tout ça qui se sentent en détresse des fois en dedans. Pourquoi? Parce que s'il y a eu un programme, des fois, d'intimidation quand il était au niveau émotionnel, plus petit, ce même programme-là, de se laisser des fois intimider, je le vois avec des femmes d'affaires qui ont de la difficulté des fois, puis ils vont avoir une belle réussite, il y a un creux de vague. On ne prend pas assez notre place des fois comme femmes, les hommes aussi sûrement. Donc, si on se laisse intimider sur le plan professionnel aussi, dans le sens que quelqu'un, je ne sais pas moi, on n'est pas capable de poser nos balises assez solidement ou quoi que ce soit, ou on fait un projet avec une personne, la personne se désengage, on se retrouve toute seule avec ça. Moi, je l'ai vécu. Donc, je ne suis pas dans la victimisation dans ce temps-là. Mais c'est quoi la programmation derrière qui fait que si ça m'arrive encore, que j'ai quelque chose à comprendre, là? Donc, je suis dénominateur commun de qu'est-ce que je vis. Alors, moi, j'ai réalisé ça à un moment donné, que ce programme-là que j'avais vécu émotionnellement, affectivement, je l'avais reproduit sur le plan professionnel à un moment donné, où est-ce que je donnais en bonne sauveuse du monde. J'attirais des gens qui étaient souvent dans la victimisation, avec tout le respect que je dois à l'être humain, pas prêts à s'engager nécessairement. Et moi, je m'épuisais. Notre travail, qui que l'on soit, a de la valeur, mérite rémunération. Notre vie affective est à l'image souvent de l'amour qu'on se porte aussi. Donc, ce retour d'amour-là, de douceur
Comme on prendra un petit enfant dans nos bras, il est immensément important. Mais de ne pas attendre comme toi et moi, tu sais, on a vécu que les genoux nous plient puis qu'on tombe à terre. Moi aussi, j'ai été 4 mois en arrêt, j'ai pas été hospitalisée, j'étais un cas d'hospitalisation. Je l'avais refusé, ça n'a pas été sage, mais ça a été long de récupérer. Donc, de revenir à soi aujourd'hui, si vous passez un cycle plus difficile, il y a des solutions, il y a de l'aide. Moi, j'en avais pas et ça n'existait pas les méthodes d'aujourd'hui, la PNL, quand moi j'ai sombré. Donc, on a des ressources extraordinaires. Donc, de revenir à nos croyances, de revenir à cet espace-cœur-là, c'est précieux. C'est ça, parce que finalement, entre la gestation et nos 7 ans, on va construire notre représentation du monde où on vit, on va construire notre relation à l'autre, puisqu'on va la modéliser par rapport à ce qu'on vit avec nos parents, et ça va nous renvoyer à nous la valeur qu'on a à nos propres yeux. Ce qui fait que si, par exemple, on s'est mis dans notre identité que qui je suis n'a pas assez de valeur pour être aimé, bah, toi comme moi, ça a fait, on a fini en sauveur, on a voulu toujours donner plus, parce que mais si, regarde, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, mais je vais faire encore plus, tu vas bien finir par m'aimer, putain de merde. C'est ça. Et ça n'arrive pas, hein, puisque forcément, quand tu es dans ce programme-là, ton schéma, tu vas te le répéter, te le répéter, te le répéter jusqu'à ce que tu te pètes les dents dans un mur et que tu décides à comprendre qu'en fait, c'est pas quand on veut, on peut au niveau comportemental. C'est j'ai des croyances qui tiennent mes comportements et tant que je vais pas aller à la chasse de mes croyances, là, mes vieilles croyances avec leurs grandes dents, eh ben, on va strictement rien changer au comportement à part continuer à s'enliser et en plus se provoquer une culpabilisation. Parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand on voit le développement du développement personnel, c'est moche, mais c'est ça. Souvent, ce que ça l'a dit. Souvent, on est sur le bas des niveaux logiques. Bon, les niveaux logiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Robert Dills qui a créé ça. Il part du principe que tout en bas, il y a l'environnement, tout en haut, il y a notre groupe d'appartenance. Et notre groupe d'appartenance, en dessous, l'identité, notre mission et les croyances, c'est ce qui en fait tient complètement qui on est. Et nous, on essaye d'agir tout en bas, alors que ce qui tient qui on est, ben, on n'en a pas conscience, parce que c'est ce qu'on appelle l'inconscience, que d'autres appellent des modèles mentaux, ce qu'on peut appeler aussi notre sac de croyances, ce que d'autres appellent aussi le scénario de vie, enfin ça a plein de noms, mais en fait c'est pour la même chose. C'est tout un bordel de croyances qu'on s'est construit dans notre tête qui est en train de gérer en background tout ce qu'on est en train de vivre et de nous faire répéter nos schémas, parce que plus on nous les foutra sous le nez, plus on se dit qu'on va finir par les régler. Ben, des fois, ce n'est pas le cas. Et en plus, avec cette culpabilisation, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce développement personnel qui est sur le comportement, mais c'est hyper culpabilisant pour les gens, le quand on veut, on peut. Ouais. Oui, je suis bien d'accord aussi parce que ce n'est pas une question de volonté. Oui. On a beau dire quand on veut, on peut, puis il y a 2 facettes à cette phrase-là. C'est pas possible de réussir juste avec la volonté. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Qu'est-ce qui est derrière? C'est comme un enfant qui a encore besoin de sucer son pouce. Il y a une sécurité qui est derrière. C'est quoi la croyance, la valorisation de soi qui peut être en arrière-plan? Donc, quand on veut changer nos croyances, là, on peut choisir d'aller dans ce sens-là. Ça, c'est la base vraiment. Mais de juste dire, regarde, je vais arrêter de me faire mal ou quoi que ce soit, d'avoir mal en amour, si c'était le cas, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est en profondeur. Et ça, c'est ce que je trouve comme force dans ce qu'on pratique l'une et l'autre. La programmation neurolinguistique amène vraiment rapidement à dénouer ces choses-là. Donc, c'est vraiment ça. Si on passe une période plus difficile, et quand tu parlais, on nourrit les autres beaucoup, en bon sauveur du monde. Et moi, c'était très symbolique. J'ai réalisé ça à un moment donné. J'ai travaillé 11 ans en nutrition. Je nourrissais les autres dans tous les sens, physiquement et même de mon énergie, de ma bienveillance, mais je n'avais pas l'ouverture à moi me laisser voir en dedans. Et un matin, une femme était arrivée, m'avait dit, quand tu vas réaliser que tu es un clown triste qui fait rire tout le monde, puis que la façade que tu nous donnes, c'est juste pour te protéger en dedans, ta vie va changer. 1 heure après, j'étais en congé, en arrêt de travail, en burn-out, dépression, tout a lâché, moi aussi, j'ai arrêté de marcher. Donc, c'était un cadeau mal emballé. Donc, quand on passe des transitions de vie comme ça, d'avoir cette écoute de soi, qu'est-ce qui, en dedans de moi, je peux aller explorer maintenant, me donner les ressources, que ce soit lecture, consultation privée, peu importe, introspection, méditation. J'ai tellement médité, moi, pour me comprendre à l'époque, et ça fait partie d'un rituel de vie.
Des fois, ça devrait être un grand mot, là, ça fait il faut, mais tu sais, régulier. Mais je prends toujours un temps dans mon quotidien, j'avais assez peur d'y passer, où est-ce que je me dis, bon, aujourd'hui, comment je me sens? Je prends 15-20 minutes, qu'est-ce qui est là en dedans de moi? Puis tout ça. Mais de prendre quand on fait un défi de vie, quand on a un passage, un temps de méditation pour aller explorer qu'est-ce qui va émerger de l'inconscient au conscient. Puis ça, quand on veut, on peut le faire. Et de là, on commence à retravailler notre terreau intérieur pour y faire pousser des choses différemment. Je compare un peu notre esprit, puisqu'on en parle à un jardin, un jardinier, le soleil. Oui. On a notre esprit conscient qui est notre mental, notre ego. On a besoin de ça pour fonctionner au quotidien. On a notre inconscient, notre banque de mémoire, où est-ce que toutes les croyances et compagnies sont stockées là. Et notre petit système d'activation réticulaire, qui est un petit module dans notre cerveau, qui est la salle de triage, qui va aller chercher à la surface les données correspondant à nos croyances. Donc, si la personne a comme croyance « moi, je suis moche », le système d'activation réticulaire va tout tasser parce qu'il y a des milliers et des milliers de pensées, de données qui rentrent là par jour. Et il ne pourrait pas tout garder à l'affût tout le temps. Donc, tout ce qui n'est pas correspondant aux croyances de base va être mis de côté pour nous prouver qu'on a raison. Donc, si je crois que je ne peux pas réussir et tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc, de là, ce niveau inconscient-là. Et le troisième niveau, c'est notre intelligence supérieure, peu importe comment on l'appelle, notre créativité, la source, notre connexion à notre intuition. Et ce niveau-là, on n'est pas là assez souvent à l'humain. Oui. Donc, consciemment, nous, on est le jardinier qui peut choisir qu'est-ce qui va être semé dans notre jardin intérieur, qui est le subconscient. Et le soleil qui éclaire tout ça, c'est notre intuition, être capable de se centrer, de se calmer pour laisser émerger cette voie-là qui nous guide vers qu'est-ce qu'on a à faire et à transformer. Donc, de là, la force de la connexion avec soi, s'accueillir au lieu de se taper dessus. C'est à cause de ma mère, si je suis comme ça n'avance pas. C'est ça. Moi, un des trucs les plus grands qui m'ait fait évoluer, ça a été la rencontre avec l'enfant intérieur. En hypnose, j'ai une thérapeute qui allait me faire rencontrer mon enfant intérieur, terrorisé, abîmé, parce que je ne sais pas si tu as eu ça aussi quand tu étais dans ton processus de changement, mais moi, j'avais peur que le changement, ça change qui j'étais. Alors que, en fait, parce qu'à la base, j'avais peur de perdre mon agressivité, de perdre toute cette force, puisque à la base, moi, je croyais être dans un monde très manichéen où il y a le bien, il y a le mal, où le monde est peuplé de prédateurs et moi, où je suis une proie déguisée en prédateur. Donc, j'étais la victime valeureuse qui faisait attention à rester dans la colère et tout pour pas qu'on la bouffe, en fait. Et une partie de moi, avec cette croyance, forcément, se disait « Hey, meuf, si tu changes, on va te bouffer !» Sauf que j'en étais pas consciente. Et en allant voir l'enfant intérieur, c'est là où on a compris, en fait, que cette partie qui voulait être agressive, mais elle était juste là pour protéger un pauvre enfant complètement terrorisé qui avait un scénario de vie qui était le monde est dangereux, je vivrai seule, je resterai seule et je ferai confiance à personne. Avec ça, c'est cool, hein? Ouais, un beau scénario de mécanisme de défense et on a tous nos structures qui que l'on soit. Plusieurs vont l'avoir au niveau affectif. On prend une femme qui aurait vécu soit de l'abus sexuel ou des choses comme ça. Mais dans ses croyances, ça serait être sexy est immensément dangereux. Ou quelqu'un d'autre qui aurait vécu de l'inceste. Je l'ai vécu, je le vois régulièrement, des fois des gens qui vont me confier des choses dans le domaine. Une dame, entre autres, qui avait un problème de poids, puis elle n'arrivait pas à maigrir. Et pour réaliser que ses frères l'avaient abusée sexuellement, puis elle s'était dit inconsciemment, je vais tellement me déformer qu'il n'y a plus un homme qui va me faire mal. Donc, cette croyance-là la gardait protégée, mais elle arrivait, elle faisait des régimes amaigrissants, tout ça, rien ne fonctionnait. C'était ça qui était comme protection derrière. Donc, c'est ça, justement, d'avoir la mise de côté de cette perte d'identité-là. Puis moi aussi, je l'avais, cette part-là. Toi, tu étais plus dans la colère comme ça. Moi, j'étais plus dans une espèce de tristesse où est-ce que je me recroquevillais, je pleurais en silence. Et j'avais appris à me sentir exister quand je pleurais. Je disais, hey, c'est pas ça la vie, là. Pourtant, j'aimais rire et tout ça. Je venais d'une famille où est-ce que la joie de vivre a toujours été présente fondamentalement. Mais dans ma personnalité très introvertie que j'avais fondamentalement, très timide, j'avais ce mal-être profond-là qui était devenu mon identité. Donc, c'était comme si de laisser aller ça, c'est l'espèce de sentiment d'avoir une partie de soi-même qui s'en va, une espèce de deuil à faire. Oui. Allô?
OK, je me réapproprie. Tu sais, je vais faire un exercice, ce petit enfant-là, justement. J'ai dit aux gens, des fois, imaginez-vous ce petit enfant-là que vous avez été il y a quelques années, par exemple, là, de 3 ans, tout petit bébé. Vous l'imaginez en avant de vous, prenez-le dans vos bras. Quel regard vous avez pour ce petit enfant-là? Et si vous nous écoutez, peut-être même prendre quelques instants, fermer les yeux juste pour l'expérimenter. Quand je regarde cette petite fille-là, ce petit garçon-là, qu'est-ce qu'il a? Un regard d'amour, de tendresse, comment je veux voir grandir ce petit être d'amour-là? J'imagine que je flatte ses petits cheveux, ses petits bras, ses petites jambes, son petit dos. Je le colle sur mon cœur. Comment je me sens dans cette présence-là? Je l'accueille totalement, sans jugement. Je veux juste le voir s'épanouir, ce petit enfant-là. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant le rentrer en dedans de vous et ressentir ce que c'est fait, cet accueil-là? Moi, j'ai fait cet exercice-là. Un jour, j'en ai tremblé en dedans. Je pleurais, là. J'avais l'impression de me réintégrer à moi-même. Oui, oui, La oui. sensation que ça l'avait fait, un peu comme un tremblement de terre, où est-ce que je revenais à la maison et tout à coup, ça s'est transformé dans une immense paix, un grand sourire intérieur de la petite fille et de la grande. Mais se réapproprier cet espace-là est vraiment important. C'est important et c'est dur. Moi, quand j'ai fait ça, bah, tu vois, au niveau de la réempreinte, mais entre le changement d'histoire de vie et la réempreinte, j'avais juste l'impression d'être dans une machine à laver, mais à 2000 tours minute. Mais pitié, arrêtez ça, je ne sais plus qui je suis. Alors ok, j'ai compris que la colère, c'était un racket de la tristesse parce que je ne voulais pas être en danger, mais maintenant, je suis qui? Allô? Parce que évidemment, j'avais identifié mes comportements à mon identité. Donc, comme j'avais plus de comportement défini, bah, j'avais plus d'identité non plus. Et donc, Exactement. Et toi, tu amènes tes clients à transformer ça comment spécifiquement ou grosso modo, là? alors moi, je vais énormément chercher les croyances. C'est vraiment les croyances, c'est le premier truc qui me vient. Et bah, j'avais écouté ça et ça m'avait plu en fait. Tony Robbins, dans un de ses documentaires, disait une fois que tu as trouvé les croyances et les valeurs de ton client, tu peux faire reset et tu peux tout transformer. Et moi, c'est vraiment là-dessus. Je vais sur le haut des niveaux logiques. Je vais trouver qu'est-ce qui fait dans sa réalité que cette réalité va poser problème à travers ses filtres. Qu'est-ce qu'il a omis, qu'est-ce qu'il a généralisé, qu'est-ce qu'il a distordu pour en arriver à ce que ça, ce soit un problème. Une fois qu'on a le problème, bah, je vais aller chercher s'il y a des raquettes. Si on a, par exemple, comme moi, j'avais un racket de la colère parce que j'osais pas être faible, parce que si j'étais faible, on allait me bouffer. Donc, aller chercher s'il y a des raquettes, aller voir où la personne liquide ses collections de timbres, aller voir aussi la valeur que s'accorde la personne pour aller chercher le scénario de vie. Et alors, une fois qu'on a le scénario de vie, bah, là, c'est comme un chien qui a son os. Et alors là, on va aller accueillir l'enfant en hypnose. On va aussi, parce que souvent les personnes, quand elles sont là, c'est comme moi dans ma machine à laver, quoi. On a besoin de relaxation, on a besoin de méditation guidée. J'aime beaucoup certaines méditations guidées où tu vas emmener la personne dans un endroit ressource et où dans son endroit ressource, elle va pouvoir accueillir son enfant. Et là, accueillir l'enfant intérieur dans l'endroit ressource, bah, tu es déjà dans ton endroit qui représente ta félicité. Et en plus, l'enfant, puisque c'est souvent des problèmes de sécurité qu'on ressent quand on a eu un hiatus dans l'identité, c'est qu'on a une sous-partie de nous qui s'est cristallisée à l'âge du problème. Et donc, accueillir l'enfant dans un endroit sécurisé, l'écouter, pleurer avec lui, l'accueillir, faire une forme de réempreinte sous hypnose aussi, qui est vraiment très, très, très puissante. Et alors, il y a un truc qui est génial et que mon coach a appris de la coach qui l'a formé, enfin mon coach formateur, c'est ce qu'il appelle un solde de tout compte. En fait, on est dans un tribunal. Nous, on est la victime, on est le plaignant. Et on a les personnes qui nous ont fait du mal. Donc, ça peut être si c'est une personne, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont souffert de harcèlement scolaire. Je suppose que je les attire puisque j'en ai souffert moi aussi. Je vois beaucoup de HQI, de zèbres qui ont souffert de harcèlement scolaire, puisque je pense que quelque part, on se sent avec nos petites antennes. Et là, j'aime beaucoup faire des soldes de tout compte avec les harceleurs qui sont jugés et le harcelé victime qui va, à l'aide de son avocat, parce qu'en hypnose, on a un avocat,
l'avocat va condamner les harceleurs et permettre comme ça aux harcelés de se libérer de ce poids. Parce que finalement, quand on n'arrive pas à pardonner, moi je comprends, disons, dans mes tripes qu'on n'arrive pas à pardonner parce que je l'ai vécu. Mais ce qui est tellement dommage de ne pas réussir à pardonner, c'est que c'est nous qu'on pourrit. C'est comme si, après qu'on nous ait fait du mal, on continue à manger notre produit toxique. Tout à fait. Et ça continue à jouer sur nos croyances, sur notre identité. Parce que quand tu as été cette personne qui a été maltraitée à l'école ou à la maison et que tu as une personne qui a un mouvement brusque, bah, ça se trouve, elle a trébuché sur un truc. Toi, selon tes réactions, tu vas faire « Oh mon Dieu !» ou « Oh putain !» Et ça, je pense que ce qui est important dans notre métier, c'est de vraiment trouver où est le point discriminant, d'où la personne réagit, qu'est-ce qui fait la personne réagir et qu'est-ce qui fait la personne agir. Parce que quand la personne est dans son scénario de vie, elle reste en réaction perpétuelle. Moi, l'image que j'avais de moi, c'était que j'étais une méduse enfermée dans un sac plastique sur des flots déchaînés. Donc, pour te donner à quel point l'idée où je n'avais une maîtrise de que dalle, de que dalle, de que dalle. Quelque chose, hein? Oui, parce que le cerveau fonctionne beaucoup par image mentale. Ouais. Je compare un peu nos programmations internes à des codes barres sur un produit qu'on va passer dans un magasin, à l'épicerie. C'est toujours le même prix qui sort. Donc, nos croyances, nos programmations limitatives, comme les programmations heureuses aussi, les croyances heureuses, ce sont des codes qui se reproduisent comme ça. Et ce que je trouve intéressant avec les techniques PNL qu'on peut utiliser chacun selon nos façons d'être, nos couleurs et tout ça, comment on les adapte, je compare un peu une situation de vie des fois à un collier de perles. Il y a un événement déclencheur quelque part qu'on n'a pas nécessairement besoin d'identifier avec la PNL, c'est ça la beauté, parce qu'on va aller chercher les croyances, les structures émotionnelles autour. Mais l'événement déclencheur a été là, par exemple, et il est arrivé toutes sortes d'événements par la suite qui ont créé des ancrages échos à cette situation-là. Donc, on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est comme si le collier de perles, il est tellement lourd, on a de la difficulté à marcher droit tellement là, que ça pèse. Là. Et je compare ça aussi, et quand on rouvre le tâche en défaisant ces structures-là en PNL, c'est un peu comme les perles qui s'étaient accumulées peuvent se disperser, s'alléger et disparaître. Mais c'est le corps qui va venir s'alourdir aussi, c'est tout l'état général du bien-être qui en est affecté. Donc, quand on redéfinit cette structure-là, moi, je le vois dans le non-verbal des gens, quand on recadre les choses, on voit le corps qu'on appelle shifter. Une grande respiration se prend, des fois c'est une larme, des fois c'est un sourire. Le corps répond dans l'instantané au changement. C'est absolument magnifique. Donc, c'est ça qui est encourageant. Il y a des détours de vie, mais il y a des solutions. Et c'est ça qui est magnifique avec le recadrage, c'est que des fois, tu chopes une petite croyance, mais c'est juste le début de la pelote de laine. Et j'avais vu une fois une personne qui était venue me voir et qui me disait ouais, bon, moi, j'ai pas d'amis, les gens m'aiment pas, je pense que de toute façon, je suis pas quelqu'un de très aimable. Et on est allé chercher, mais alors, explique-moi, comment ça se traduit? Bah, tu vois, depuis longtemps, moi, je suis pas quelqu'un d'aimable. Bon, croyance sur l'identité. Et bah, de toute façon, à chaque fois que je vais dans un endroit, hein, c'est confirmé, hein, les gens m'aiment pas. Allez, là, on avait une belle lecture de pensée. Avec la totale. De toute façon, une présupposition qui disait que ça n'allait pas marcher. Et en fait, quand tu regardais de l'extérieur et qu'on a amené au recadrage, la personne a pu se voir de l'extérieur agir, elle y va avec la certitude qu'on ne l'aimera pas. Donc, elle se renferme. Donc, comme elle se renferme, les autres ont peur d'aller la voir ou n'osent pas aller la voir, ou alors même elle dégage une énergie qui ne donne pas envie d'aller la voir. Donc, elle va passer la soirée seule. Donc, elle retourne chez elle, elle rumine. Et quand ça fait pensée, émotion, émotion, pensée, tu passes jamais à l'action. Donc, elle rumine et elle va se revalider son schéma comme quoi, bah, de toute façon, c'est pas la peine de foutre les pieds dehors, puisque je suis pas aimable, j'en ai encore une preuve. Alors que quand on l'emmène au recadrage, et c'est ça qui est magnifique, la personne s'aperçoit que « Ah, mais merde, en fait, je mets absolument tout ce qui n'irait pas dans ma croyance pour voir uniquement ce que j'ai envie de voir, ce que mon schéma a envie de voir, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de voir, mais c'est ce que ma croyance a besoin de voir, puisque ma croyance, un jour, elle m'a protégée. Et c'est là où c'est ça qui est magnifique aussi, de pouvoir amener la personne à comprendre que si elle est en prison dans ses croyances à la base,
elles lui veulent du bien. Elles lui veulent du bien parce qu'elles ont été là pour la faire survivre. Et c'est au moment où on comprend en fait que ma croyance, elle était là pour moi, qu'on va pouvoir la remercier et qu'elle va pouvoir battre des ailes et nous quitter. Totalement, je compare ça un peu à une flaque d'eau. On est le petit bébé tout neuf qui arrive, tout neuf. Et puis, si on fait le parallèle avec de l'eau qu'on verserait, justement, j'ai mon verre ici, je le verserai sur la table. Si je donne une tape avec ma main dedans, il va y avoir des gouttelettes partout. C'est ce qui s'est passé avec notre identité. Oui. Et de là, ce qu'on parle, ce sont des parties de nous qu'on peut faire la réintégration des parties. Donc, tout ça est éparpillé et on a à se réintégrer pour en faire un tout qui est nous dans l'identité la plus lumineuse, la plus rayonnante qu'on est. Donc, c'est là un peu comme on pourrait comparer, j'allais dire tantôt, nos poupées gigognes énergétiques. Si on veut, on est là, l'être à part entière, mais il y a eu des parts, des culpabilités, des protections, justement comme ça. Et ça a créé des couches autour de nous. Et c'est avec ces couches-là qu'on tente de rentrer en communication avec les autres et qu'on a perdu le sens de notre propre existence des fois. Et moi, je l'ai vécu aussi, tout ça. Ma carrière, je l'avais beaucoup basée sur mon existence de souffrance que j'avais transformée, mais pour m'apercevoir que j'attirais des gens qui étaient dans la souffrance aussi, ça devenait lourd. Et là, je me suis dit, OK, un peu là, j'aime beaucoup les gens, mais moi, ça me permet plus de m'épanouir comme je l'ai envie. C'est quoi, moi, Lynn, fondamentalement? Ben, c'est la joie de vivre, c'est le côté pétillant, c'est d'être capable de rebondir, certes, mais c'est de créer des choses proactives dans la fluidité, dans la légèreté. Et j'ai été percutée à un moment donné par mes croyances, moi aussi, de plein fouet. Tu sais, il y a une phrase que Lise Bourbeau m'avait dit un jour quand j'ai commencé ma carrière, c'est « on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre ». Oui. Et elle me disait, pour rester connectée à ces valeurs-là, moi, j'avais choisi de les enseigner. Et ça avait été l'élément déclencheur, moi, pour faire ce métier-là, même si c'était une pulsion d'âme qui était là. On n'est pas à l'abri d'avoir des grands détours. Et quand j'ai compris ça, j'ai vraiment fait un choix professionnel aussi. Et c'est pas si loin tout ça, là. De dire qu'est-ce que je veux plus, ce qui retrouve trop d'écho de souffrance. C'est pas que j'aiderai pas les gens, mais moi, je veux travailler personnellement. J'aime pas le mot travailler parce que ça vient du latin qui veut dire torture. Hein. Oui. Donc, on l'échappe encore par habitude, mais je veux évoluer, avancer avec des gens qui sont engagés à aller de l'avant dans cette autoresponsabilisation-là et de savoir qu'ils ont le pouvoir intérieur de transformer des choses, de s'alléger, que ça rayonne et que ce soit fluide, créatif pour être heureux en amour, sur le plan du travail, financier, santé et compagnie. Donc, c'est ça qu'on a comme... tout le monde en est sur la terre pour être heureux fondamentalement. Et je pense que le noyau fondamental, il est là. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi, pour toucher ces essences-là que j'ai le goût de vibrer intérieurement? Ça part de là, je trouve, tellement, tellement. Bah, comme d'habitude, vu qu'on fait beaucoup la même chose, je fais exactement la même chose que toi. Bien que je me sois formée à l'analyse transactionnelle qui m'aurait permis, tu vois, de faire de la thérapie longue, d'aller chercher longtemps et tout, moi, ce que je veux, même si on doit chercher longtemps, c'est avoir quelqu'un qui est déjà persuadé qu'il va s'en sortir. Parce qu'il sait qu'on peut tout changer avec ses croyances. Et qu'à Ouais, partir du moment où on touche, on tire, même si ça dure 5 ans, c'est pas grave, on démêle. exactement. Oui, oui, exactement. On dit que c'est rapide pour enlever des couches. Tu sais, on prend conscience de quelque chose, en 5 minutes, ça peut être décodé. Mais c'est certain qu'on a des couches aussi, puis pour faire un processus de transformation, par exemple, professionnel ou affectif, oui, ça peut prendre des mois, quelques années, mais on avance pas à travers cette démarche-là. Je vais faire un petit exercice dans les séminaires ou en conférence avec les gens. Et je vous invite juste à fermer vos yeux, les amis, qui m'écoutez aujourd'hui, et ça va prendre quelques instants. Imaginez-vous qu'il y a un cercle. Vous êtes au bord de mer, il y a un cercle qui est tracé au sol et il y a une chaise au centre du cercle. Et là, il y a des gens un petit peu partout, qui sont peut-être en dedans du cercle ou à l'extérieur, c'est pas important. Et quand vous regardez la chaise au centre du cercle, parce que vous faites partie de ce bel attroupement de gens, quand vous regardez la chaise au centre du cercle, qui est assis sur la chaise? Je vous laisse quelques instants pour le voir, le ressentir. Est-ce que c'est vous qui êtes sur la chaise? Si ce n'est pas vous, demandez gentiment à la personne qui est là de se lever, et vous prenez la place sur la chaise. Et tous les gens dans le cercle, vous leur demandez de sortir. Et ressentez ce que ça fait d'occuper votre espace pleinement, avec peut-être un sentiment d'inconfort dans cette identité-là. Mais ça, c'est se donner l'autorisation
d'être dans son pouvoir personnel, de créer sa joie, de redevenir vraiment dans l'expression de qui on est pleinement. Alors, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et 50% des gens, habituellement, ne sont pas la personne assise sur sa chaise, comme il y a 50% des gens que ce sont eux qui sont là. Donc, c'est un exercice, je trouve, qui est très simple et qui parle beaucoup. Est-ce que je prends ma place? Est-ce que je m'autorise maintenant à être déloyale à mon histoire de vie, à mes parents, à tout ça? Et qui est extrêmement intéressant parce que en 2 minutes et demie, on va exactement pouvoir savoir où on en est eu égard à la place qu'on prend au monde. Et on va pouvoir avoir une super indication sur une partie de son scénario de vie, moi par rapport aux autres. Et ça, Totalement. c'est génial. Ben merci. Puis je trouve que tu as ce côté pratico-pratique aussi pour avoir écouté d'autres vidéos que tu as fait aussi, faites exactement dans ce sens-là. C'est ça. Cessons de compliquer les choses quand ça peut devenir simple, allégé. Notre ego nous a compliqué la vie tellement longtemps. Simplifier, dégager, remettre cet élan-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter de la joie? C'est pas que je fuis qu'est-ce qui va pas bien, mais si je me trouve à me connecter à cette puissance-là, ça va devenir plus clair en dedans et les réponses vont émerger plus facilement. L'intuition d'aller voir telle personne pour se faire aider ou de se confier à quelqu'un. Tu sais, moi, la grande erreur que j'avais faite à l'époque, puis on n'a pas à avoir de regrets pour le passé, c'était comme ça. Je restais dans les non-dits. Aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit en dedans, que ce soit avec l'homme qui partage ma vie ou ma famille ou quoi que ce soit, je n'ai pas de conflit, là. Mais je veux dire, si moi je passe une tristesse ou quoi que ce soit, je vais l'exprimer. Puis les autres font pareil avec moi. On est dans cette énergie-là, tout le monde ensemble, de fluidité, d'accueil de l'autre. Et on n'a rien à prouver dans ce temps-là. On peut tellement être soi, on s'allège. Donc, c'est tout ça. Croire qu'on est la plus belle version de soi. C'est tellement plus merveilleux. Et est-ce que toi, lorsque tu as amorcé ton changement, est-ce qu'il y a eu certaines personnes dans ton entourage où tu t'es dit ah non, mais là, il me bouffe mon énergie, c'est plus possible. En fait, j'étais sauveur, maintenant je reprends ma vraie place sur ma chaise. On va vraiment changer les choses. Ah oui, puis je l'ai fait à quelques cycles dans ma vie. Ça n'a pas été seulement dans les mois qui ont précédé, qui ont suivi le changement. Ça m'est arrivé à certains moments dans ma vie d'avoir à redéfinir ces espaces-là et faire du triage. Un bout de temps, ça a été sur l'aspect affectif. Après ça, ça a été plus sur l'aspect professionnel. Mais qu'est-ce qui était le grand message derrière? Écoute-toi. Je suis une personne fondamentalement très intuitive puis qui ne faisait pas confiance à cette force-là. C'est une force de la nature que j'ai en dedans et je ne m'en servais pas assez. Et à un moment donné, je me suis mise à me pratiquer, à lui faire confiance. J'avais des perceptions, même extrasensorielles, des fois, puis je me disais, OK, ça vient-tu vraiment de moi ou j'ai halluciné? Et dans l'heure qui suivait ou le lendemain, j'avais la confirmation que ce que j'avais ressenti était vrai. Mais je n'écoutais pas ça. Je faisais confiance aux gens vraiment facilement. Et la petite notion en dedans de moi de non-mérite qui pouvait rester, ou de peur, ou de croyance, de ci, de ça, bien, elle rentrait en résonance jusqu'à temps que je puisse pacifier ça avec moi et que ça ne fasse plus écho à l'extérieur. Et de là, ça a commencé à passer ça à la salle de triage beaucoup plus facilement, autant l'aspect relationnel avec les autres, garder ce qui me convenait moins. Et je l'ai même fait avec ma clientèle aussi. Tu sais, on dit en affaires, il faut avoir notre persona. Qu'on dit au Québec, c'est qui mon avatar? Avec qui je sens que quand je vais œuvrer professionnellement, je vais m'épanouir. Donc, même dans notre vie personnelle, c'est le même raisonnement qu'on a à avoir aussi. Est-ce que je m'épanouis dans ça? Et pourquoi que je me sécurise en étant sauveur du monde, comme on parlait tantôt, si c'est le cas? Est-ce que je peux juste être bien en co-créant avec des gens qui sont dans la même fréquence que moi maintenant? Ça fait toute la différence. C'est exactement ça. Tu prêches une convaincue. C'est pour ça qu'on est là. C'est exactement ça. Parce que moi, maintenant, quand je me sens, tu sais, un peu lourde à l'intérieur, un peu, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te renvoie sur toi-même que tu n'as pas encore réglé et que tu n'as pas digéré? On va aller voir ça. Et là, c'est... Voilà. Et ensuite, on va aller régler ça avec la personne pour voir si la personne reste ou si on décide qu'on va faire un cordon sanitaire entre elle et nous parce qu'on mérite de s'aimer et on mérite de s'accorder de la valeur.
Exactement. Chaque personne dans notre vie a été un grand acteur ou actrice dans la pièce de théâtre de la vie pour nous amener dans ces cheminements-là. Mais c'est quel genre de film on a le goût de créer maintenant? Je compare souvent notre film passé de vie à un film en noir et blanc. À l'époque qu'on avait des anciennes cassettes VHS qu'on rentrait Oui. dans un appareil lecteur vidéo, là. Et là, j'imagine qu'on a la télécommande dans les mains. Donc, c'est vraiment du passé, là, puisqu'on retourne avec cette technologie-là. Alors, on imagine le film de notre histoire de vie. On en garde des apprentissages, on imagine les émotions qu'ils ont pu avoir là, mais on a de la difficulté à y accéder. C'est brouille. Plus qu'on essaie de le regarder, plus que ça s'embrouille, plus que c'est en noir et blanc. Là, on prend la télécommande, on envoie ça du reculon. Le bout en casse. Et qu'est-ce que je veux créer maintenant? Est-ce que j'aurais le goût de regarder le film de ma vie à répétition? Regarde, on a assez eu de vivre l'événement difficile sans se le remémorer toujours. Il y a une dame qui vient me voir à la fin d'une conférence un jour. Elle dit « Ça va tellement mal de ce temps-là. » Elle dit « Ma fille est décédée. » OK, ça fait émerger la compassion. Elle baisse la tête. Elle dit « Il y a 15 ans. » Elle était morte avec. Donc, elle aurait pu, gars, mon père, quand il est décédé, moi, il nous a dit « Les filles, on est 3 filles chez nous. » Il dit « Je vous demande d'honorer ma vie en riant, en vous amusant. Ne me pleurez pas tout le temps. Regarde, moment présent, vous avez tout pour être bien. Allez, go, go, go. » Et qu'est-ce qu'elle avait comme croyance sur elle et sur son groupe d'appartenance? Tu as pu le voir en lui parlant? Ah, je voyais vraiment qu'elle s'identifiait à la victimisation. Elle avait une grande blessure d'abandon qui faisait que quand elle avait une attention qui était péjorative, elle se sentait exister parce que c'était son programme de fond. Et son corps me disait aussi, parce qu'on peut voir dans le physique les différents sentiments qui nuisent au bonheur. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Le corps parle beaucoup. J'avais appris à faire ces lectures-là. Donc, on voyait vraiment qu'elle était captive de cette prison intérieure-là qu'elle avait, qui lui avait été inculquée sans culpabilisation pour qui que ce soit, mais c'était son modèle intérieur qui s'identifiait. Puisqu'elle n'avait pas beaucoup d'estime d'elle-même, ça lui donnait une occasion d'avoir un sujet de conversation où est-ce qu'elle pouvait entrer en communication avec les autres. Au lieu de son propre rayonnement qu'elle n'avait pas appris à exploiter, si on veut. À déployer. Totalement. Pour toutes ces personnes qui sont encore aujourd'hui happées par leurs angoisses, qui se lèvent en se disant « Oh putain, mon Dieu, on n'est pas encore le week-end ». Ou toutes ces personnes qui sont en mode zombie dans le métro en se disant « Limite, je me casse une jambe, c'est mieux, au moins, j'irai pas bosser ». Quel conseil t'aurais pour ces personnes qui ne sont pas encore conscientes, en fait, qu'elles vont mal? Ouais, c'est une grande question parce qu'on dit, comme on dit en programmation neurolinguistique, si ce n'est pas brisé, tu ne le répares pas. Autrement dit, si la personne aurait un problème d'alcoolisme et qu'elle ne le voit pas, c'est difficilement transformable. Par contre, ces personnes-là, malheureusement, c'est souvent un événement de vie qui va créer un éveil. Mais moi, la manière que j'aborde des personnes comme ça, si j'ai à en côtoyer, je pense à une personne en particulier qui est très, très refermée, qui n'est pas si loin de moi. Et pour elle, c'est comme tout le monde est tout croche, sauf elle. Mais elle est tellement blessée en dedans qu'elle se barricade. Elle va voir, les gens vont dire, elle est même méchante des fois. Et moi, j'ai une approche avec elle, j'en ai parlé avec ses proches, où est-ce qu'on passe par le chemin de son cœur? Autrement dit, si on est dans l'arrogance, puis j'oublie pas ta question, là, 2 personnes qui se retrouvent des fois à pas être dans la compréhension de leur propre auto-responsabilisation comme ça, vont chercher à se nourrir de mal-être inconsciemment ou quoi que ce soit. Et l'interaction humaine, c'est 2 velcro, on dirait, des fois, qui vont s'accrocher ensemble pour se sentir exister à travers l'ego et tout ça. Donc, si on prend cette personne-là et que tout le monde, on lui présente le côté lisse de l'ego, de notre personnalité. Oui. Du velcro, moi, je vais le dire. Hein? Donc, elle n'a plus quelque chose à s'accrocher. Donc, ça fait quoi? Ça la ramène vers elle par défaut, peut-être à imploser, mais pour le meilleur. Ou est-ce que si on est dans un courant de conscience, que moi, je la vois en train de faire des pas d'ouverture au niveau de son cœur, je lui parle inconsciemment à un autre niveau, on est en train de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne change pas à pas. Mais si on est là et qu'on agresse verbalement, qu'on réagit, qu'on ignore, en voulant dire c'est ça, t'es rien qu'une ci ou une ça, on nourrit cette sphère-là de la personne et ce n'est pas gagnant pour qui que ce soit.
Et on le voit beaucoup dans les familles. Donc, Oui. éviter de nourrir ça. Donc, des personnes comme ça qui n'en ont pas pris conscience encore, on peut lancer la perche. Si elle est prête, elle la prendra. Ouais. Sinon, bien, c'est de prêcher par l'exemple. Oui, bah oui, c'est ça. D'accueillir sans forcer quoi que ce soit, d'être à l'écoute, de lancer peut-être un petit quelque chose. OK, tu vois ça comme ça. Ou encore, moi, j'ai des petites phrases des fois qui vont aider les gens dans la communication pour éviter de rentrer en dedans des choses qui ne leur appartiennent pas. Je donne un exemple. Quelqu'un dirait, c'est bien stupide ce que tu viens de dire. Ah oui, selon qui? Ça ramène la personne à elle-même. Donc, si la personne est dans l'arrogance, on pourrait juste des fois utiliser des petits mots comme ça qui ramènent à soi. Ou encore quelqu'un qui serait vraiment avec un langage très désobligeant. OK, comment tu te sens en dedans quand tu parles comme ça? Donc, on garde notre pouvoir personnel, on garde le respect de soi, on ramène la personne à elle et on ne devient plus sa proie. Parce que si elle a le goût de continuer son manège, son jeu, elle va aller trouver quelqu'un d'autre. Ou si on a une chance d'ouverture, ça va la ramener à elle. Donc, le respect de soi aussi est toujours important. Je me suis éloignée un peu de la question, mais toujours en gardant le sens de la saine communication avec soi, avec les autres, pour moi, qui est immensément important. Oui, de faire attention à éviter la réactivité en se Et mettant tu vas le voir aussi. bien en extérieur, en se disant, attends, qu'est-ce qui va se jouer là? J'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, justement, sur le micro-moment où tu prends du recul ou alors tu pars en réactivité et tu lâches les chiens. Et Oui, c'est justement, ça. c'est Et, ça les velcro. Ouais. et on a la différence culturelle. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé très souvent en France, un peu en Suisse également, mais j'ai travaillé autant pour du grand public, des gens d'affaires en France et tout ça, des femmes d'affaires. Et puis, au Québec, on a une culture très sensible qui va avoir la larme à l'œil plus souvent, qui s'est écrasée comme telle. Et on a à reprendre vraiment comme peuple notre pouvoir personnel. En France, vous avez une culture qui a été plus directive, qui a été plus blindée. Et nous, je regarde, c'est rien de négatif, mais j'ai eu à côtoyer des gens d'Europe ici très personnellement à un moment donné, et je voyais la manière qu'on se faisait parler, c'est comme, puis, comme je te dis, en France, je vois des gens immensément doux. Je n'ai pas vu ça souvent, ce que je vais mentionner. Mais je pense à un monsieur, entre autres, qui il nous abordait, puis c'était comme bang! Hey, moi, je venais toute mal en dedans. Voyons donc, arrêtez votre sensiblerie. On n'est pas dans cette culture-là ici de se parler comme bang, bang, bang. Et je voyais que dans la culture européenne, autant l'Europe de l'Est ou tout ça, ça peut être naturel de dire les choses sans détour. C'est ça le message derrière. Vous avez cette force-là qui, des fois, peut être autant quelque chose qui amène les gens à être moins dans leur sensibilité profonde, comme on va le voir aussi dans notre culture également. On a été habitués à s'oublier beaucoup et à se fermer à soi. La culture judéo-chrétienne aussi, gars, sois belle et tais-toi, puis endure et tout ça. Donc, ces deux extrêmes, quand on les comprend, soit que c'est dans trop direct puis c'est pas assez dans le cœur, ou c'est trop dans la sensibilité puis pas assez dans l'affirmation. Donc, je trouve qu'entre cousins, on vient bien s'équilibrer et de plus en plus, je trouve que l'Europe également aussi s'ouvre à cette... C'est pour ça, je pense qu'on a une relation d'amour aussi grande. On s'ouvre mutuellement ensemble au langage du cœur, puis on met nos forces en commun dans nos échanges comme on fait ensemble ce matin. Et moi, je regarde les gens qui me suivent, c'est 50% en France, 50% au Québec. Pour faire là, vraiment, il y a des gens de d'autres pays, mais c'est autant là. Et de te faire connaître au Québec, je trouve que c'est un grand plus. J'invite vraiment les gens au Québec et ailleurs dans le monde à découvrir qu'est-ce que Audrey fait. J'aimerais ça que tu nous donnes ton site Internet aussi au passage. Bah oui, parce que moi, je te suivais, tu vois, j'étais en France. Hein, je te suivais au moment où moi-même, j'étais en bad, en très bas, où moi-même, j'étais cette personne happée par l'angoisse qui aurait préféré se casser une jambe que d'aller bosser. Et Hum, un livre qui a été charnière pour toi? Écoute, j'en ai écrit 7 pour aider les gens à transformer ce que moi, je n'avais pas eu comme ressource à l'époque. Ce qui avait été vraiment aidant pour moi, c'était les livres de Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient au départ. Ça avait été une révélation. C'est un des premiers livres que j'avais lu. Et un vieux, vieux livre de John Ashlider qui s'appelait 300, Comment vivre 365 jours par année et qui faisait l'explication de la stase émotive, comme il appelait,
c'était vraiment l'impact des émotions sur le corps. Et moi qui faisais de l'angoisse, de la psychosomatisation à l'époque, ça avait été une révélation. Je commençais à comprendre ce que je vivais. Et même psychologue, médecin à l'époque, là, ne comprenaient pas nécessairement ce que je vivais. Aujourd'hui, ça aurait été fait en un déclic, là. Et c'est Oui, certain, oui. je ne leur donnais pas toutes les données. J'avais été hospitalisée pendant 8 jours à l'adolescence. Les médecins m'avaient dit, c'est merveilleux, tu n'as absolument rien comme maladie. Mais j'avais vécu un choc nerveux suite à un accident de ferme. Je vivais toutes ces angoisses-là. Ça n'avait pas été investigué, ces Oui, oui, oui. départements-là de mon intérieur. Donc, de là, ça, c'était une révélation. Et de là, ça m'a amené à écrire autant sur l'auto-guérison, la dépendance affective, la joie de vivre et tout ça de mon côté. Les gens peuvent le voir sur linbolduc.com. Mais toi, est-ce que tu as un site Internet, Audrey, ta page Facebook que tu pourrais mentionner aux Non, gens? sinon, j'ai J'aimerais ma vraiment page que les gens... Internet, j'ai ma page Facebook Essentially, et ben, je ne m'en rappelle plus, je suis tellement troublée de te parler, tu vois. Euh, Originally Essentia, et mon site s'appelle pareil, sauf que là, il est en cours de fer, en fait. Et il sera fini ouais, début janvier. Il est, voilà, c'est mon papa qui s'en occupe, étant donné qu'il est informaticien et cryptographe. Et donc, moi, je vais aller mettre tous mes petits articles, mes vidéos, etc. Et début janvier, il sera opérationnel avec les offres, etc. Mais pour l'instant, c'est la page Facebook ou alors mon Facebook Audrey Mélac Pro. Merveilleux. Et tu fais du coaching aussi? Est-ce qu'il y a des conférences, livres? Je ne vais pas rentrer Alors, dans je suis en des écriture. surprises cachées peut-être, mais qu'est-ce que tu offres aux gens là, pour faire la différence? Parce que tu as un potentiel immense et wow, ce que tu partages. Oh, merci. Alors, je suis en écriture d'un livre sur la volonté, parce que moi, le quand on veut, on peut sur les comportements, ça m'a tellement coûté dans ma vie d'entendre ce genre de conneries quand je faisais de la boulimie ou quand j'avais mes croyances qui tournaient et que j'essayais de faire un truc et que j'y arrivais pas. Ça m'a tellement coûté que je veux absolument apporter aux gens mais déculpabilisez-vous, ça n'est pas de votre faute. Vos comportements ne sont pas votre identité et ça, c'est vraiment un truc... je ne sais même pas si je vais pas l'appeler Tellement. déculpabilisez-vous bordel, mais vraiment, Ah, c'est beau. ça me tient. Sinon, je suis thérapeute, je fais des coachings. Mon coaching préféré, c'est le coaching résurrection. C'est-à-dire que j'accueille une personne 2 fois 2 jours avec moi. Avant, je lui envoie 14 jours d'exercice pour m'aider à trouver Wow. déjà les croyances, avoir le scénario de vie. Et en fait, c'est comme quand tu appuies sur l'ordinateur et que tu fais reset, il ressort au bout des 4 jours ensemble et des 14 jours d'exercice, tout neuf. Et puis en plus, Wow. pour être sûr que tout se mette en place, il peut m'appeler pendant un an encore, jusqu'à un an pour mettre tout ça en place parce que la thérapie donne souvent nécessité après pour la personne d'être prise par la main et d'avoir, tu vois, tout ce qui est le côté coaching comportemental. Une fois qu'on a retiré toutes les croyances, on a labouré le champ, mais finalement, on va planter quoi? On va où? Exactement. Génial. Vraiment. Très original. C'est unique comme toi, ça. Vraiment une belle approche qui te ressemble et qui permet d'aller en profondeur. Génial. Ah, c'est ce que j'ai Wow. fait. Et sinon, là, je suis aussi en train de lancer une offre avec ma copine Jessica Johansson. Elle s'occupe du Human Design. Je ne sais pas si tu connais un peu. Non? C'est une théorie sur la personnalité qui part du principe qu'il y a 5 types de personnalités différentes. Les générateurs, manifesting générateurs, projecteurs, manifestors, et il y en a un cinquième dont je ne me rappelle plus, c'est le plus rare, il y en a 1%, et les pauvres, je les ai oubliés, c'est pas bien. Et en fait, je trouve que le Human Design, qui va vraiment aller chercher qui on est dans notre essence, et pour voir en fait si on est dans notre soi ou dans notre non-soi, je trouve que c'est ultra complémentaire avec l'analyse transactionnelle et la PNL, parce que ça va pouvoir montrer ce qui tient de notre essence et ce qui tient de nos névroses. Donc, ce qui sont nos risques, puisque on a, par exemple, tu vois, il y a en Human Design, on a le sacral qui est défini ou pas, le cœur qui est défini ou pas. Et moi, par exemple, je suis un générateur avec le cœur non défini. Ce qui fait que
pour les cœurs non définis, on va aller chercher principalement notre valeur dans les yeux des autres. Donc, ce qui fait que mon risque, c'était d'aller chercher ma valeur dans les yeux des autres. Et c'est pas qu'une histoire de croyance. Tellement, je l'ai assez vécu moi aussi. Je te comprends. Je pense que c'est ce qui nous amène à faire notre métier, hein? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Vraiment. Et à faire des conférences aussi, parce que, bon, moi, j'ai pas encore fait de conférence là, dans ce qu'on fait là, mais bon, ça va venir parce que j'adore ça. Mais quand j'en faisais en droit, ce que j'aimais beaucoup, c'est, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais on récupère une telle chaleur, et un tel amour, et une telle gratitude que tu peux parler pendant 5 heures, mais t'en ressors, t'es porté, quoi. Totalement. Je l'ai fait 2 jours là, de fil avec un groupe dernièrement. Là. C'est du pur bonheur. Là. C'est énergisant. C'est certain que je fais dodo un petit peu plus tard le lendemain matin, mais c'est vraiment un grand bonheur, vraiment. Et puis, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. J'ai travaillé au grand public, certes, mais c'est surtout ce que je préfère faire. C'est la formation pour les gestionnaires, les femmes d'affaires, dans les entreprises, du congrès. C'est vraiment passionnant. On peut aller très loin et de plus en plus, il y a une demande aussi pour faire des suivis, pas juste une conférence ou une formation qui dure 2 heures ou une journée, mais d'avoir du récurrent pendant quelques mois pour aller plus en profondeur. On fait face au Québec, entre autres, à une pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises. Donc, il y a un grand courant actuel où est-ce que bonheur et bien-être au travail sont des incontournables. Donc, c'est important que les gens ressentent qu'ils ont une formation qui est donnée pour eux, au lieu que ce soit pris pour que c'est l'organisation qui nous donne une formation, on est obligé d'y aller. Non, c'est qu'ils sentent que c'est là pour les nourrir et c'est ce rayonnement-là qui vient impacter l'organisation après. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aider en ce sens-là, dans tout ce qui est la communication aussi, on s'en aperçoit. On a appris dans nos parcours respectifs que c'est par ce chemin-là qu'on peut en arriver à l'équilibre. L'équilibre est un grand mot, là, mais à un bien-être, à un rayonnement, une paix intérieure. Et dans ce grand courant-là qu'on vit, notamment au Québec, nous, bien, c'est vraiment cette pulsion-là qui vient au cœur des gens, qui est en train d'avoir un effet de bascule nationale pour que cette émergence-là se fasse au cœur de tout le monde. Et les entreprises sont maintenant des chefs de file de plus en plus dans ce courant-là et je trouve ça absolument magnifique. On assiste à un beau grand changement et je collabore avec des acteurs en France aussi de plus en plus qui s'en vont dans un courant d'influence comme ça, puis je trouve ça merveilleux. Donc, je pense qu'on a un grand terrain de jeu dans ce beau monde-là, et je le dis comme ça, terrain de jeu. On n'est pas là pour travailler sur soi, mais s'amuser personnellement et collectivement à devenir une version harmonieuse de soi, où est-ce que tous ensemble, on va créer un monde meilleur. Et là-dessus, bien, je te remercie infiniment de ce temps partagé. Moi aussi, c'était magnifique. Merci infiniment. Merci à tout le monde, chacun, chacune de vous. Je m'adresse à vous personnellement. Merci d'être là, de prendre ce temps-là. Et bravo pour l'engagement envers vous-même, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment en arriver à être bien, puis à se choisir, oser se choisir en toute authenticité avec bienveillance et faire place à la joie de vivre. Merci Lynn, c'était vraiment magnifique. J'ai adoré parler avec toi. Plaisir partagé, un plaisir d'encore mieux te découvrir et de permettre aux gens de découvrir qu'est-ce que tu apportes également et qui tu es. Je te remercie infiniment. J'arrête l'enregistrement.